La plaine de Saint-Ouen, c'est le tout premier achat de Paul Signac. Il a 21 ans et il reçoit une somme d'argent que sa grand-mère avait mise de côté pour lui. Une somme, à l'époque, on pouvait s'acheter un homme quand on avait les moyens pour s'épargner le service militaire qui durait 3 ans. Et cette somme, eh bien, il va l'utiliser pas du tout dans ce but, mais au contraire en achetant un tableau. Alors il faut savoir que depuis qu'il avait 16 ans, il exhortait ses parents à acheter les toiles impressionnistes au nom de la gloire et de l'or, disait-il. Et il va aller chez le père Tanguy, ce marchand de couleurs de la rue de Clausel, tout près de son ancien lycée, et il achète ce tableau. Un tableau contemporain, donc, puisque la toile, elle a à peine 2 ou 3 ans quand il la voit dans cette vitrine. Ce qui est intéressant, c'est que Signac, qui ne connaît pas encore le néo-impressionnisme, pour la bonne raison que le néo-impressionnisme n'existe pas encore à cette époque, que la touche divisée, personne n'y pense en 1884, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que Signac choisit un tableau, bien sûr, un paysage, ça c'est une thématique tout à fait impressionniste, logique dans ses choix. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'il choisit un tableau construit d'une manière particulièrement dense, avec une touche très serrée, très oblique, qui se répète de manière très systématique, et qui d'une certaine façon, je dirais, anticipe ce que sera la touche divisée des néo-impressionnistes, c'est-à-dire cette touche posée de manière très, très régulière sur la toile, et qui fait qu'on remarque de plus en plus la manière dont le peintre peint. Et ce qui frappe au premier regard, c'est que c'est vraiment le métier de l'artiste qui s'affirme de manière très claire et qui n'essaie pas du tout de s'effacer en utilisant par exemple une touche très lisse, très, très, très nuancée, très, très fluide. Non, c'est vraiment le métier du peintre qui s'affirme. Je pose mes couleurs de cette manière et ce sont ces couleurs qui vont construire la toile. Et le tableau, ce paysage d'Auvers-sur-Oise est particulièrement intéressant car tout le premier plan est construit d'une manière particulièrement rigoureuse, énergique, et c'est quelque chose certainement qui a retenu l'attention, bien sûr, du tout jeune peintre qu'est Signac à l'époque. Et Signac ne choisit pas des tableaux que je dirais faciles. C'est quand même un choix, comme tu disais, audacieux. Ce premier achat, au fond, va annoncer aussi une tendance chez Signac de ne pas avoir des tableaux forcément très jolis, décoratifs, ce qu'il appelle joliets. Il aime aussi des toiles un peu difficiles, qu'on n'a pas forcément envie d'avoir chez soi. Et ça, c'est une chose qui va se renouveler au fil des années. Oui, il est sensible aux toiles fortes d'une manière générale et ne se laisse pas séduire effectivement par la joliesse d'une thématique ou d'une manière de peindre. Ce n'est pas du tout ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la couleur essentiellement, et la couleur qui s'exprime de manière originale et neuve. Aujourd'hui, nous avons une seule toile de Seurat en France, une seule grande toile parmi les grandes toiles de Seurat, et c'est vrai qu'il y en a assez peu. C'est le Cirque, elle est en France, c'est la seule, et c'est grâce à Signac. Et puis un jour, parce que Signac a besoin d'argent, au tournant des années 20, il y a des problèmes économiques, depuis la guerre il a moins de revenus, et puis il a 2 foyers à entretenir. Il reçoit une proposition qu'il estime ne pas pouvoir refuser de John Quinn, le fondateur de l'Armory Show à New York, un grand collectionneur américain. Et Signac hésite et il accepte de se séparer de cette toile si importante, si iconique, mais à une seule condition, qu'à la mort de John Quinn, le tableau revienne à la France, à un musée national, en l'occurrence le Louvre. Et le pauvre John Quinn ne va pas profiter très longtemps de ce tableau, et 2 ans plus tard, le tableau entre dans les collections du Louvre. C'est vraiment Seurat qui a imaginé le premier de déposer des petites touches de couleurs pures côte à côte sur la toile, de manière à ce que les couleurs ne se mélangent pas sur la palette, mais seulement par le fait du regard du spectateur qui se met à distance de la toile. C'est ce qu'on a appelé le mélange optique. Ce qui intéressait particulièrement Signac dans l'idée du mélange optique, c'est de garder l'intensité, la pureté des couleurs, la vivacité. Ce qui intéressait Seurat dans l'idée du mélange optique, eh c'était l'idée de trouver une sorte de formule scientifique, de méthode qui, d'une façon
imparable allait apporter à l'art une forme de beauté qui était effectivement l'effet d'une vibration lumineuse très délicate qu'on trouve dans les tableaux de Seurat. C'est le tableau qui reste vraiment le dernier tableau de Seurat et qui va avoir une importance énorme aux yeux de Signac, parce que c'est vraiment, d'une certaine manière, le passage de témoin, de chef de file à chef de file. Et donc, quand Seurat disparaît, certains disent que c'est peut-être la fin du néo-impressionnisme. Ce qui est faux, parce que le néo-impressionnisme a déjà conquis beaucoup d'autres peintres, Signac, mais aussi par exemple Pissarro. Et ce qui est faux également, parce que Signac va reprendre vraiment en charge l'avenir du néo-impressionnisme, du mouvement, et reprendre cette responsabilité en continuant à faire des adeptes, et puis aussi en diffusant le plus possible les idées néo-impressionnistes, en organisant les expositions néo-impressionnistes et en rédigeant le traité théorique du néo-impressionnisme d'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme. C'est au Salon des Indépendants en 1904, dans lequel Signac n'est pas encore le président, mais il a un rôle très actif, fait la connaissance du jeune Matisse et il va lui proposer de venir séjourner à Saint-Tropez, dans une petite maison qui a été sa première maison, la Ramade, et qui maintenant est réservée au séjour des invités. Et donc pendant ce séjour, très fructueux pour Matisse, mais aussi pour Signac, c'est là que Matisse va s'inspirer, prendre des notes, des croquis, des aquarelles, qui donneront plus tard le tableau qui s'appelle « Luxe, calme et volupté ». Ce tableau, quand on le regarde, on voit tout de suite beaucoup de points communs avec ce tableau de Cros qui s'appelle L'air du soir, et que Matisse a vu lors de son séjour chez Cros, qui était alors au Lavandou, pas très loin de chez Signac. Donc il peint cette toile qui manifestement fait référence au néo-impressionnisme, même si c'est un néo-impressionnisme très libre, où on laisse la toile blanche apparaître entre les touches, où il utilise des couleurs, mais d'une façon, d'une force et d'une densité absolument étonnante. Et quand Signac voit ce tableau, il est absolument ravi. Il est persuadé d'avoir fait une nouvelle conquête pour le mouvement néo-impressionniste. Et il décide de l'acheter. Et il décide effectivement d'acheter également le tableau de Cros qui a inspiré Matisse. Et il décide d'en faire un décor particulièrement significatif dans sa salle à manger. Signac va accrocher les 2 œuvres, même plutôt 3 œuvres, parce qu'il accrochera aussi un tableau de Valta, un peintre fauve, Les femmes au bord de la mer. Il accroche ces 3 œuvres dans la même pièce, le Cros, le Matisse, le Valta, en prenant bien soin d'utiliser des cadres quasiment identiques et de proposer ainsi aux visiteurs une forme de cours d'histoire de l'art accéléré et intensif, où l'on voit ainsi l'évolution de la couleur de plus en plus flamboyante dans laquelle le néo-impressionnisme, je dirais, sert de guide. Et donc, il est très, très heureux de cet accrochage. Et au fond, ça devient aussi un lieu, comme Signac maintenant est une personnalité installée, qu'il reçoit des jeunes artistes, il est très fier de ça parce que c'est comme une sorte de pèlerinage qu'on fait chez lui pour voir cette histoire de l'art accrochée sur des murs. C'est pas évident d'avoir un regard aussi aigu sur la période contemporaine. On a vraiment besoin en général d'avoir un petit peu de recul pour mieux comprendre quels ont été les enchaînements et quelles ont été les filiations artistiques qui ont compté véritablement. Et lui, Signac, il le comprend d'emblée. Il comprend d'emblée que le néo-impressionnisme ouvre la porte à quelque chose de neuf qui est le fauvisme, avant même que le terme fauvisme soit inventé.